Bon. Bonsoir à tous. Je me présente, donc je suis Joël Tronecker, je suis facteur de vielle, donc on peut dire luthier aussi, de vielle à roue, et j'habite et je travaille dans le Cantal, près d'Aurillac. Et donc je vais vous présenter, je vais commencer par vous présenter en fait l'instrument, son fonctionnement, parce que c'est pas forcément évident. Attendez, je vais prendre. Quand on ne connaît pas, c'est un instrument, comme il disait, assez mystérieux. Donc je vais vous montrer un peu comment fonctionne une vielle. Et après, je vous parlerai un peu de l'histoire de l'instrument, parce que c'est un instrument qui est vraiment très multiple dans son évolution. Et après, je vous présenterai un peu la façon dont je travaille, les différentes approches que je peux avoir dans mon travail. Voilà. Alors... Pour commencer, la vielle, comme son nom l'indique, la vielle à roue, la particularité c'est qu'il y a une roue qui en fait joue le rôle d'un archet. C'est la manivelle entraîne la roue. La surface de la roue est en huile de colophane, donc comme sur un archet de violon, ce qui permet de frotter les cordes. Alors chaque corde peut être enlevée de la roue ou mise en fonction de ce qu'on veut faire. Donc là il n'y en a aucune, donc il n'y a pas de son. Après on a de ce côté on a des cordes qu'on appelle les bourdons. Donc là il y en a deux sur cette vielle. Ça correspond à des cordes qui font juste une note continue, une basse continue. Donc là on a un do grave par exemple. Donc on ne peut pas jouer dessus pendant le jeu. Sur ce type de vielle en tout cas, ça fait toujours la même note. De l'autre côté on a des cordes qu'on appelle des trompettes qui sont sur le même principe. Donc pareil qu'on ne joue pas, on ne change pas la note disons. Donc c'est plus aigu et c'est monté sur une petite pièce mobile là qui s'appelle le chien. C'est une toute petite pièce qui est un peu en déséquilibre et c'est ce qui fait, c'est une des particularités de cet instrument, c'est que c'est une corde rythmique. C'est-à-dire que quand on donne un à-coup dans le tour de roue, cette petite pièce vient frapper sur la plaquette qui est dessous et va créer une percussion en fait. Donc en fonction des à-coups qu'on va donner dans le tour de roue, on va pouvoir marquer le rythme ou autre chose en fait. On peut aussi faire des glissés. Et cette cheville permet de régler la réactivité de la percussion. Voilà. Et après, dernière corde, c'est les chanterelles. Donc ça, c'est les cordes mélodiques. Donc là, en général, il y en a souvent deux. Il peut y en avoir trois ou quatre. Là, il y en a deux. Donc celle-ci nous permet de jouer la mélodie grâce au clavier qui est là. C'est-à-dire quand on appuie sur une touche, cette pièce qui s'appelle le sautreau vient raccourcir la longueur vibrante et donc permettre de jouer les mélodies. Il y a une quatrième catégorie de cordes qu'il n'y a pas sur toutes les vielles qui s'appelle les cordes sympathiques. Donc ils sont là. Sur les vielles traditionnelles, elles sont ici. C'est vraiment une particularité qu'elles soient dans le clavier. En fait, ces cordes-là, elles sont pas frottées par la roue. C'est juste des cordes de résonance. Et en fait, elles vont résonner, vibrer quand on va jouer une note qui leur correspond. C'est-à-dire que là, on l'entend résonner. Donc c'est ce qui permet d'avoir une petite résonance, un petit sustain, qui est bon. C'est pas aussi, ça ajoute un peu au timbre de l'instrument, mais c'est pas indispensable. Toutes les vielles n'en ont pas. Voilà. Du coup, et alors les chanterelles, il y en a plusieurs parce qu'il peut avoir plusieurs notes ou plusieurs octaves. Donc dans ce cas-là, il y a deux cordes à l'octave, une grave et une aiguë. C'est pareil pour les autres cordes, il peut y avoir des
des octaves ou des quintes en fonction de ce qu'on veut jouer. Voilà, donc c'était juste un exemple du jeu plein jeu, c'est-à-dire quand on met à peu près toutes les cordes. Voilà, donc je vais reposer ça. Donc voilà, donc je vais commencer par faire une rapide histoire un peu de la vielle à roue. Enfin surtout, disons, plus de sa lutherie, parce que c'est le domaine dont je m'occupe en particulier. Donc voilà, alors je vais commencer. Donc ça c'est une des représentations les plus anciennes, en tout cas précises qu'on ait. Donc ça remonte au XIIe siècle. Ça, c'est le portail de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Donc c'est ce qu'on appelle un organistrum. Donc c'est l'ancêtre de la vielle à roue. Donc on a déjà le même principe. Ça se jouait à deux à l'époque. Donc c'était un gros instrument qui a priori servait à accompagner des chants d'église. Du coup, il y avait une personne qui tournait la manivelle et l'autre qui actionnait les touches par derrière. A priori, bon, assez vite, ils sont allés à un système de clavier comme on a actuellement. Donc voilà. Donc après, cet instrument, il a assez vite évolué pour être joué tout seul. Donc ça, c'est un autre exemple qui est pas loin d'ici parce que c'est sur le portail de Notre-Dame. C'est le portail de la façade ouest, le portail nord. Donc on voit, ça date, donc j'ai la date, c'est... j'ai pas la date, enfin je crois que c'est début 13e, il me semble. Donc si on zoome un peu, on voit, il y avait probablement une manivelle, il y avait probablement ici une pièce rapportée en métal pour faire la manivelle, mais on voit nettement qu'il y a une roue ici, et donc les touches du clavier qui dépassent là. Il y a souvent des gens qui ont dit que c'était qu'ils avaient représenté, enfin que c'était encore un instrument qui se jouait à deux. Bon, ça on ne sait pas trop, là il y a une seule personne qui le tient. Donc la forme s'est déjà un peu allongée. Et après, au fil des siècles suivants, l'instrument, là on a une représentation, à gauche c'est du 14e et celle de droite est du 15e. Alors c'est un instrument qui est répandu dans toute l'Europe.
Donc celle de gauche, c'est en Espagne, en Aragon, je crois, et celle de droite, c'est à Aix-la-Chapelle. Donc là, en fait, en gros, il reprenait un peu la forme de l'instrument de la vielle à archet, qui est l'ancêtre du violon, donc qui était l'équivalent du violon au Moyen-Âge. Donc il jouait un peu comme un violon. Donc ça reprend à peu près cette forme qui est plus ou moins en forme de guitare, on va dire. Donc voilà, donc ce type de forme continue à évoluer. Là, ça c'est un tableau je crois que c'est Memling, fin du XVe siècle. On voit donc que pendant tout le Moyen-Âge, c'est vraiment un instrument qui est quand même associé beaucoup à la liturgie. Donc là, ici, on voit que la vielle est vraiment au milieu d'autres instruments beaucoup plus courants du Moyen-Âge, donc la harpe. Là, vous avez la vielle à archet, justement. Donc la vielle à roue, qui était a priori au Moyen-Âge d'assez gros instruments, un peu équivalents à celui-là, voire même peut-être plus gros. Parce qu'on voit que c'est quand même des instruments. La particularité de tous ces instruments, comparé à ce qui se fait maintenant, c'est qu'on a la caisse d'un côté et le clavier qui dépasse de la caisse comme un manche de guitare ou de violon. Et ça se perdra après dans les siècles suivants. Donc en fait, si on continue, ça c'est une sculpture qui est assez extraordinaire parce que c'est un amoncellement d'instruments de musique. Ça fait là, en gros, ça doit faire à peu près 20 cm de haut, là, tout ça. Donc c'est vraiment très très minutieux. Et il y en a sur tout le pourtour. Donc ça, c'est à Vérone, dans une église. Alors, j'ai noté. Bon, je ne sais plus exactement. C'est Santa Maria di Organo, je crois. Donc là, ça, c'est vers tout début du XVIe siècle. Donc c'est toujours le même type d'instrument, avec le clavier qui dépasse de la caisse. Avec une forme qui commence à se créer là, qu'on appelle, on appelle ça bilobé parce qu'il y a 2 lobes, ou éventuellement même trilobé parce qu'il y aurait comme un troisième petit lobe ici. Et après, là, c'est vraiment l'évolution de l'organistrum qui se prolonge jusqu'au début du XVIe siècle de cette manière. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que parallèlement au XIIIe siècle apparaît un autre instrument qui est aussi une forme de vielle à roue, qui s'appelle la chiffonie, où là on a vraiment une boîte rectangulaire, on a pas mal de représentations. Ça c'est les Cantigas Santa Maria du XIIIe. Et du coup, là, le problème de cet instrument, c'est que on ne sait pas trop comment c'était dedans en fait. On a vraiment beaucoup de représentations d'une boîte avec une manivelle et un clavier, mais on n'a aucun instrument conservé et on n'a pas du tout de... Voilà, on ne sait pas trop combien il pouvait y avoir de cordes, comment ça pouvait fonctionner exactement, quoi. Donc c'est beaucoup de suppositions quand on fabrique, j'en parlerai plus tard, quand on fabrique ce type d'instrument. Et ce type d'instrument-là va assez vite s'éteindre, ça va durer, enfin assez vite. C'est le 13e, 14e et un petit peu au 15e encore, mais on ne le verra plus au 16e siècle. Et en fait, ces 2 types d'instruments, il y a vraiment... On passe à la vielle moderne, d'une forme plus proche de ce qu'on connaît au début du XVIe. Donc là, c'est le triptyque du Jardin des Délices de Jérôme Bosch, qui est à Madrid. Et donc là, on a la forme qu'on dit trilobée, donc avec trois lobes ici. Donc on ne sait pas trop en fait qu'est-ce qu'il y a... Enfin, il n'y a pas vraiment de justification ergonomique à cette forme-là, mais c'est vraiment quelque chose qui va être très présent pendant tout le XVIe et le XVIIe siècle. Et on a surtout quelque chose de très intéressant sur ce tableau-là, qu'on n'a jamais vu avant, mais ce qui ne veut pas dire que ça n'existait pas avant. C'est la première représentation précise où on voit le système de la corde rythmique dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'ici, on voit nettement une petite ficelle là, qui va de cette pièce à la corde, qui permet de régler, comme le fait la cheville qu'il y a ici. Alors, il n'y avait pas encore de cheville, visiblement, il devait régler en faisant un nœud autour de la...
Il devait probablement faire un nœud ici pour pouvoir régler le répondant de la rythmique. Mais en tout cas, on sait qu'à la période de ce tableau-là, donc le début du XVIe siècle, on sait que les vielles étaient équipées de la forme rythmique, de la corde rythmique. Et là, on a aussi le clavier qui ne dépasse plus du manche. Donc une forme d'instrument compact qui va rester la forme jusqu'à nos jours, en fait. Et aussi ces petites pièces-là qu'on appelle des colonnettes aussi. Donc c'est aussi une forme d'instrument qu'on dit les vielles à colonnettes. La fonction était probablement, je pense, d'attacher la ceinture. Maintenant, on l'attache avec des boutons modernes depuis le XVIIIe siècle, mais avant, on n'avait pas vraiment de boutons pour attacher les ceintures, donc il devait passer une bande de cuir ou une ficelle à cet endroit-là pour tenir l'instrument. Donc je pense que c'était la fonction, et le deuxième devait être en face pour une question de symétrie. Et alors aussi, à cette période-là, on a vraiment aussi, au niveau de la pratique de l'instrument, un basculement où on passe vraiment à un instrument beaucoup plus lié à lié à la mendicité, à des représentations aussi de la mort qui joue de la vielle à roue, à quelque chose de beaucoup plus négatif, alors que dans les siècles précédents, c'était vraiment lié beaucoup à l'église et un peu aussi aux trouvères et aux troubadours, mais c'est moins flagrant. Donc voilà, donc les siècles suivants, on a un tableau connu aussi de Georges de la Tour, qui a fait toute une série de vielleux. Donc là, c'est un mendiant aveugle qui chante, donc c'était aussi lié beaucoup au chant. C'est très précieux pour nous, luthiers, ce type de représentation, parce qu'on a vraiment alors là, j'ai pas de zoom, mais on a vraiment des détails très très précis qui permettent vraiment de comprendre comment étaient faits les instruments à cette époque. D'autant plus qu'on n'a aucune vielle à roue conservée qui date d'avant le XVIIIe siècle, début XVIIIe, éventuellement de fin XVIIe, mais des instruments de cette forme-là, on n'en a aucun conservé, à notre connaissance pour le moment. Donc là, c'est une autre représentation de la même époque d'un Hollandais qui s'appelle, je l'ai découvert très récemment, Willem van Mieris. Donc ça, c'est un tableau qui date de 1690, qui a été vendu aux enchères il y a quelques années et qui était dans une collection privée avant, qui l'est de nouveau d'ailleurs, je pense. Mais moi, pour ma part, c'est une iconographie que j'avais jamais vue et que j'ai découvert très récemment. Et ce qui est assez extraordinaire grâce à Internet, c'est qu'on peut avoir des fichiers en quand même très haute résolution qui m'a permis de zoomer. Et là, on a vraiment un document qui, pour moi, est photographique, quoi. C'est d'une précision, mais incroyable. On a même les petits trous de verre de vrillettes que j'ai cru d'abord. D'abord, je me suis dit, comme c'est un tableau qui est sur une plaque de bois, je me suis dit, ça se trouve, c'est le tableau. Mais en fait, c'est que ces trous-là, on les a que dans la caisse de la vielle. Et on a vraiment le même type d'instrument que celui représenté sur le tableau de Jérôme Bosch, mais sous un autre angle et avec une précision. On voit le système d'attache de la sangle, par exemple. C'est vraiment assez extraordinaire. Et ce type d'instrument-là, à cette époque, était chantourné. C'est-à-dire qu'en fait, on taillait la caisse, tout le pourtour de la caisse était taillé dans un bloc de bois ou peut-être plusieurs blocs de bois assemblés justement au niveau des lobes. Mais ces parties-là, en fait, sont ce qu'on appelle les éclisses, donc qui font le tour de la caisse, étaient sculptées dans une pièce massive. Et les clous, là, permettaient de fixer justement la table, donc, qui est la partie du dessus, à la caisse. Et le fond était rapporté aussi. Ça, c'est une technique de construction des instruments qui disparaît sur les instruments type violon, on va dire, des vielles à archet, qui disparaît plutôt au XVIe siècle, je pense, et qui sur la vielle à roue perdurera assez tard, et sur des instruments de fabrication populaire aussi. D'autres types d'instruments dans différents pays, mais il y a beaucoup d'instruments à cordes qui sont comme ça, sculptés dans la masse, ou chantournés, comme c'est le cas de la vielle, de ces vielles-là, en fait.
Euh, voilà, donc là, pour ce qu'on voit aussi, c'est que pareil, comme le tableau de la tour, c'est vraiment un mendiant. A priori, ce que j'ai compris, c'est que donc, le tableau s'appelle Le mendiant endormi, je crois. Et la femme, là, s'amuse en lui volant sa bourse, j'ai l'impression. Enfin bon, ils ont l'impression qu'ils leur font une mauvaise blague. Ils lui font une mauvaise blague et on voit vraiment la Vielle est associée vraiment à ça, à la mendicité. Et avait quand même enfin, les textes de l'époque avaient vraiment lui donné une connotation très négative. Et alors, la période suivante, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il y a un revirement au début du XVIIIe siècle où l'instrument est adopté par l'aristocratie, en particulier en France. À la suite ça a déjà été le cas dès la fin du XVIIe pour la cornemuse, qui est devenue la musette de cour. Donc pour la vielle, on a aussi ça, on a une mode aussi dans toute une démarche de retrouver un peu une sorte d'intérêt de l'aristocratie pour les fêtes, comment dire, les fêtes campagnardes ou des choses comme ça. Enfin, une sorte de, enfin, j'ai plus trop les mots mais de retrouver un peu un état de nature, enfin, j'avoue que j'ai plus les mots exacts, mais il y a toute une littérature qui parle de ça. Donc voilà, la vielle est adoptée dans l'aristocratie, aussi parce que c'est un instrument qui est quand même d'un abord assez facile. On peut assez rapidement faire des mélodies qui sonnent correctement. Enfin, donc c'est vrai qu'on le voit souvent joué par des femmes de l'aristocratie, mais pas que. Donc là, cet exemple de tableau, c'est parce qu'on a la forme de vielle dite à colonnette, donc, ou à trapézoïdale. Donc ça, c'est un instrument intermédiaire. On a encore le talon, cette partie-là qui est chantournée, et cette partie-là aussi qui est chantournée, et le reste des éclisses là est une pièce de bois qui est rapportée en fait, qui est assemblée. Donc c'est un peu intermédiaire entre la construction moderne où on n'a que des pièces assemblées et la construction ancienne où on chantournait l'ensemble de la caisse en fait. Et ça correspond aux plus anciens instruments originaux qui sont conservés encore aujourd'hui. Donc il y en a au musée du Conservatoire à Paris, mais il y en a dans beaucoup de musées européens ou dans des collections particulières. Et ça correspond vraiment au début du XVIIe siècle. Et alors du coup, là, à ce moment-là, les luthiers, en particulier parisiens, ont une grosse demande de vielle à roue parce qu'il y a eu vraiment un gros engouement à partir des années, c'est plus 1720 dans ces années-là. Et du coup, il leur est venu l'idée, donc c'est l'image suivante. Donc là, c'est deux autres exemples de vielle du 18e. À droite, c'est un prince de Monaco. À gauche, je ne sais pas, le tableau est de Donatien Nonote. Et en fait, donc, au début début 18e siècle, les luthiers parisiens ont fait le choix en fait, comme ils avaient beaucoup de demandes pour les vielles à roue, ils ont réutilisé des caisses de guitare et des caisses de luth pour faire des vielles. On a quelques exemples d'instruments conservés actuellement où c'est le cas, où on voit clairement que c'est une guitare ou une vielle qui a été modifiée. Après, c'est ce qui a fait que c'est devenu les deux formes standards de vielle pendant les siècles suivants. En fait. La vielle plate en guitare et la vielle ronde en luth, parce que la caisse est ronde derrière. Après, ça ne veut pas du tout dire que toutes les vielles du 18e en forme de guitare étaient faites à partir d'une guitare, mais la forme est venue de là, en fait. Il y avait vraiment cette manière de recycler les guitares et les luths qui n'était plus trop à la mode à cette période-là. Voilà. Après, on passe au 19e siècle. Aussi, quelque chose qu'on a tendance à occulter, on raconte souvent dans les histoires de la vielle à roue que la vielle... au 18e était dans l'aristocratie et au 19e, avec la Révolution, redescend au peuple. Moi, je considère que ce n'est pas vrai du tout parce que je pense qu'au 18e, la vielle est toujours restée un instrument pour faire danser dans les campagnes et pour mendier aussi. Il n'y a pas de raison que si les aristocrates l'utilisaient, qu'on arrête de les utiliser dans les campagnes.
Et donc, en fait, la vielle au 19e, elle ne revient pas au peuple, elle était toujours au peuple. Par contre, on a a priori une utilisation assez dans la bourgeoisie du début du 19e siècle, mais on a très peu d'infos là-dessus. Et on a aussi le développement, autant au 18e, les luthiers étaient vraiment les luthiers parisiens, beaucoup. À partir du 19e siècle, on a le développement d'abord de lutherie à Mirecourt, dans les Vosges, où ils fabriquent beaucoup d'instruments de musique. Donc ils ont fabriqué pas mal de vielles. Et ensuite à Ginza dans l'Allier. Donc là on a une vielle de Mirecourt qui est... Alors je ne sais pas exactement la provenance du tableau, mais donc c'est un tableau de la fin du 19e. Mais c'est la période aussi où il y a beaucoup de petits Savoyards qui sont venus mendier à Paris avec leurs vielles. Voilà, donc c'est peut-être une petite Savoyarde. Il faudrait que je fasse plus de recherches sur l'auteur du tableau. Et après, un autre exemple, là, je pense que ça doit être une des plus anciennes photos de vielle à roue. C'est une photo de Camille Sylvie, je crois que c'est 1860 ou 1859, je crois. Et c'est des mendiants à Londres. Donc on a toujours un instrument de mendiant. Alors, est-ce qu'ils jouaient de la vielle? C'est la question. En tout cas, ils avaient des vielles. Et quand on zoome, on voit quand même qu'il y a un trou dans la caisse sur tout le long, là, qui met la main dans la caisse, qu'il reste, a priori, sur cette vielle-là, il ne reste qu'une corde, et encore. Là, il n'y en a plus ici, là, il n'y en a plus parce qu'on ne la voit pas là. Et là, on ne voit pas trop, mais il y a des trucs qui pendent partout, donc bon. Est-ce qu'ils jouaient de la musique avec ça? Je ne sais pas. Je ne pense pas, vu comme ils sont, je ne pense pas qu'on les ait fait poser... avec des vielles comme on fera plus tard dans des cartes postales où on met des vielles dans la main d'un paysan pour faire folklore. Je pense que c'était vraiment des mendiants, mais bon, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils tiraient qu'est-ce qu'ils arrivaient à faire avec ces vielles, qui sont a priori des vielles fabriquées à Mirecourt, probablement Basso ou Touvenel. C'est un peu dur à voir quand même. Donc voilà, après, ça c'est un exemple de vielle de Ginza que vous pourrez voir et entendre aussi tout à l'heure avec Romain qui joue avec un instrument de 1930. Donc ça, c'en est une de 1895. Donc Ginza, c'est dans l'Allier, c'est là qu'il y a eu la plus forte production de vielle à roue, essentiellement avec des caisses en luth, mais il faisait aussi des vielles en guitare. Donc on est en fait tout le 19e et une partie du 20e siècle et toujours maintenant, on a vraiment... Les types d'instruments sont dérivés de ce qui avait été défini au 18e avec caisse en luth, caisse en guitare. Donc voilà, c'est souvent des instruments qui sont assez ornés, qui sont plus gros que les instruments du 18e parce qu'ils pensaient gagner de la puissance comme ça, ce qui n'est pas forcément très efficace, mais bon. Mais c'est des instruments qui ont un son plus rond et plus... Les instruments 18e étaient plus prévus pour jouer en musique de chambre et n'était pas forcément prévu pour sonner très fort en extérieur. Voilà. Et donc au 19e, on a aussi l'apparition du fin 19e, début 20e, l'apparition du folklore, où on a vraiment essayé de mettre en valeur certains instruments par région. Et il se trouve que dans le centre de la France, il y a plusieurs régions qui ont choisi un peu la vielle comme instrument emblématique, ce qui n'a pas été le cas ailleurs, où par exemple... je pense que Romain connaît ça mieux que moi, mais il y a eu en tout cas on jouait de la vielle dans les Landes, par exemple, et à la période du folklore, on n'a pas du tout mis en valeur la vielle, et du coup, la tradition s'est perdue beaucoup plus tôt que dans des coins comme le Berry ou le Bourbonnais, où ça s'est toujours joué, ça se joue toujours beaucoup, quoi. Voilà. Après, on arrive au XXe siècle, donc tout le XXe siècle, tout le début du XXe siècle, c'est plutôt quasiment que du folklore qui est fait à la vielle, avec ce type d'instrument. Enfin, c'est simplifié tout ça, mais bon, je passe vite. Voilà, là, c'est deux exemples d'instruments des années 80 qui sont au MUPOP à Montluçon, donc le musée des instruments populaires. Donc à gauche, c'est un instrument fabriqué par Le Gallou vers 1980. Donc c'est pour montrer un peu le type de... en fait, à partir du revival folk dans les années 70, les musiciens se sont emparés de la vielle à roue
et les luthiers aussi, souvent ces musiciens ont été luthiers parce qu'ils avaient du mal à trouver des instruments, ils avaient envie d'essayer des choses. Et sont partis dans plein de directions différentes, ont créé des choses assez incroyables. Donc là, c'est un instrument rallongé avec un double clavier derrière. J'avoue que j'ai même pas trop compris comment il fonctionne, mais bon, il faudrait l'ouvrir pour voir comment c'est dedans. À gauche, c'est un instrument fait par mon confrère Jean-Luc Bleton, qui est de 1980 aussi. Donc là, le clavier est derrière, il y a un système pour que les touches aient toute la même largeur sur toute la longueur, avec un système de clavier à bascule qui est totalement différent d'un clavier traditionnel. Il y a une recherche esthétique qui est, je trouve, extraordinaire aussi. Enfin, voilà, donc ça, c'est pour montrer un peu comment... En fait, à partir de cette époque des années 70-80, on a redécouvert l'instrument, ce qui l'a ouvert à beaucoup de types de musique différentes aussi, et ce qui a permis... les luthiers ne sont donnés aucune limite à partir de cette époque-là. On est vraiment sorti du cadre traditionnel. Donc, encore un instrument qui est à Montluçon. Donc ça, c'est la première vielle à roue électroacoustique fabriquée par Denis Ciorat en 1986. Donc là, c'était très novateur pour l'époque, cet instrument, parce qu'on a en fait une conception assez traditionnelle. C'est beaucoup moins radical que les deux qu'on a vus avant. Donc on a vraiment un clavier classique, les bourdons, tout ça. Mais c'est le premier instrument où il y a une prise de son séparée par des micros. Donc il y a un micro sous le chevalet des bourdons, un micro sous le chevalet des chanterelles, un micro sous le chien, et une sortie, alors sur les premiers modèles qui étaient en façade là, mais qui a vite été derrière, du coup qui permettait de traiter le son, la sonorisation de l'instrument par voix séparée en fait, et qui a changé beaucoup l'approche de l'instrument, parce qu'en fait, de par ces trois ou quatre sources sonores différentes, il ne suffit pas de placer un micro devant pour prendre le son, parce qu'on n'aura jamais un équilibre très bon, parce qu'on risque d'avoir trop de chiens ou pas assez de mélodie ou pas assez de bourdons. Donc c'est vrai que cet instrument résolvait ce problème, parce qu'on avait la prise de son en interne et après on pouvait faire ce qu'on voulait dessus, ce qui a permis d'ouvrir à énormément de types de musique différentes. Donc en fait, ces vielles-là, quand elles sont sorties, il y a assez peu de gens qui ont fait de la musique traditionnelle avec. Il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé d'autres choses, des musiques modernes, amplifiées, expérimentales. Et c'est toujours le cas actuellement. Il y a beaucoup de répertoires qui sont abordés. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus, j'avais un truc à dire. Mais bon. Voilà. Du coup, pour passer après... Oui, après, je vais parler de mon parcours. Donc moi, alors ça, c'est pour illustrer. En fait, c'est l'intérieur d'un instrument que j'ai fabriqué. Et en fait, à l'origine, quand j'ai commencé à faire des vielles, quand j'ai commencé à m'intéresser à la vielle, je faisais une école d'architecture à Strasbourg. Et du coup, l'instrument m'a tout de suite fasciné par sa complexité technique, en fait. Et du coup, comme on faisait des maquettes à longueur de journée, je me suis assez vite dit que c'était pas bien compliqué de fabriquer un instrument de musique, c'était aussi des bouts de bois à assembler. Donc j'ai fabriqué mon premier instrument avec des bouts de contreplaqué, et bon, ça fonctionnait à peu près, et voilà. Et j'ai tout de suite beaucoup apprécié justement les analogies qu'il y a entre la lutherie et l'architecture, avec justement une notion d'espace sonore, et aussi d'esthétique, d'équilibre esthétique et d'équilibre de force aussi à respecter. Donc là, c'est un peu c'est une illustration, parce que c'est un instrument où je trouvais ça marrant, parce qu'en fait, on ne sait plus trop dans quoi on est, parce qu'on a une fenêtre, un poteau, mais en fait, ça, c'est l'âme qui permet de transmettre la vibration de la table au fond, et ça, c'est une ouïe, en fait. Mais c'est un peu... Ça montre un peu le lien qu'il pourrait y avoir là-dedans. Et du coup, moi, je me suis tout de suite... ça m'a tout de suite intéressé beaucoup, la vielle, parce que je me suis vite rendu compte que je n'avais pas envie d'être architecte, parce que j'avais envie de tout faire, de la conception à la fabrication, et pas
pas être juste le concepteur et donner des ordres après à des gens qui exécutent, quoi. Et dans la lutherie, je trouve ça, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à pouvoir concevoir et construire et en plus entendre et jouer. Enfin, je me sens encore architecte, mais dans la construction d'un instrument, quoi. Alors après, du coup, voilà, ça c'est une des premières vielles que j'ai fabriquées en 2003. C'était, bon, après ça fonctionnait à peu près, mais c'était pour montrer aussi une autre forme de vielle. Là, je m'étais inspiré d'une vielle populaire allemande du XVIIIe siècle. Donc en fait, l'évolution que je vous ai montrée, elle est surtout axée sur la France, mais parallèlement, dans tous les autres pays d'Europe, il y avait des formes de vielle beaucoup plus rustiques et en général, et beaucoup plus dérivées finalement des vielles médiévales ou Renaissance, qui ont continué à être utilisées. Donc ça, c'était inspiré d'un instrument allemand. Donc j'ai fabriqué ça en 2003 et je suis allé l'amener à un festival qui s'appelle Saint-Chartier, donc dans le Berry, où je l'ai montré à différents luthiers et je l'ai montré entre autres à Denis Ciora, donc le concepteur de la vielle électrique noire là, que vous avez vu tout à l'heure. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi sur la vielle noire, là, c'est que ça avait fait vraiment scandale à l'époque parce qu'elle était noire aussi. Parce que justement, de laquer noir un instrument qui traditionnellement était recouvert de petites fleurs, de nacre et d'incrustations en os, c'était quelque chose d'assez iconoclaste, alors que bon, maintenant, ça choque plus personne, mais bon. Et donc voilà, j'ai montré cette vielle à Denis Ciora pour avoir des conseils, hein, et il se trouve que là, il m'est arrivé, enfin, quelques mois après, il m'a recontacté parce qu'il avait beaucoup trop de boulot et il avait besoin de quelqu'un pour travailler avec lui à l'atelier. Et il m'a proposé de m'embaucher, enfin de prendre à l'essai et de m'embaucher. Donc c'était vraiment une chance incroyable. Donc voilà, la photo suivante, là, c'est quand j'étais dans l'atelier de Denis Ciora que vous voyez au premier plan, en Lozère. Ça devait être en 2007 ou 2008. J'ai travaillé chez lui de 2005 à 2008. Donc c'est lui qui m'a vraiment appris le métier. Qui m'a fait découvrir l'Auvergne aussi. Enfin, c'était en Lozère, mais c'est le Massif central. Donc c'est comme ça que je suis arrivé dans le Cantal, parce qu'en fait j'ai rencontré ma compagne qui était dans le Cantal voisin, et du coup on s'est installé dans le Cantal. Donc après ces 3 années d'apprentissage chez lui, j'ai passé 3 ans à restaurer une grange pour la transformer en maison. Donc vous voyez là où il y a l'atelier. L'atelier se situe au rez-de-chaussée ici. Donc maintenant c'est là que je travaille et nous habitons avec les 3 enfants à l'étage au-dessus. Donc du coup ça m'a permis de faire de l'architecture quand même pour moi. Et ça me plaît beaucoup aussi de concevoir des choses. Et là, on est justement en train de faire une extension, là, au niveau de là où il y a la voiture, là, de faire une extension de l'atelier parce qu'il n'y a plus de place. Donc, voilà des photos de l'intérieur de l'atelier qui est au rez-de-chaussée. Donc, bon, pour passer vite fait sur les machines, j'utilise que des machines classiques. Donc, il y a une combinée à bois, scie à ruban, une petite scie à chantourner. Et de l'autre côté, on a un tour à métaux qui me sert à faire les manivelles et les axes, et une perceuse à colonne. Et j'ai une autre scie à ruban aussi. Donc je fais le choix moi j'aime travailler avec ce type de machine. J'utilise pas du tout de machine numérique ou d'imprimante 3D parce que c'est pas le travail sur l'ordinateur, c'est pas trop mon truc en fait. Et j'aime bien faire les plans à la main et travailler avec des machines de ce type-là. Donc voilà. Après, donc je vais vous montrer différentes approche de mon travail. Je vais essayer de passer assez... Bon, là, je vais passer assez vite. Ça, c'est un exemple de restauration d'un instrument du 18e. Donc, on a les photos avant, après. Donc là, bon, il n'y avait pas un énorme travail, mais il fallait refaire des filets, il fallait réparer des touches cassées. Il y avait un bout de table qui avait sauté ici, que j'ai remplacé là. Le chevalet, ils avaient mis un chevalet de violoncelle retaillé qui était affreux. Donc, et pareil, il y avait des chevalets qui n'étaient pas du tout d'origine. Toutes les petites pièces là, ces chevalets-là, qui s'appellent les oreilles, n'étaient pas d'origine. Donc là, le travail a été déjà de se renseigner, de se documenter sur ce luthier, voir un peu sur des instruments similaires dans les musées à quoi pouvaient ressembler les chevalets.
pour en refabriquer. Et donc là, j'ai remplacé le filet en ivoire aussi qui avait disparu de ce côté-là. Là, dans ce cas-là, le but n'était pas de faire jouer l'instrument, mais bon, il était quand même à peu près jouable, mais il aurait fallu refaire le clavier qui avait beaucoup de jeux. Et par contre, l'idée, c'était de garder quand même la patine de l'instrument. Bon, ça se voit pas trop sur les photos, mais j'ai juste j'ai juste ravivé le vernis en le nettoyant, parce que ces vernis ils sont très très résistants. Et j'ai redonné un léger coup de vernis au niveau de là où j'ai fait des petites reprises, mais l'instrument est pas du tout comme neuf. L'idée, c'est vraiment de garder son vécu aussi. Voilà. Alors là, je reviens sur la chiffonnie pour montrer donc une première approche de mon travail, donc qui est la reconstitution d'après iconographie. Alors j'en fais pas beaucoup, mais là c'est un exemple. Donc là, je remonte l'exemple de la chiffonnie. Donc à partir de là c'était un musicien qui m'en avait demandé une pour faire des restitutions médiévales du XIIIe, XIVe siècle. Donc j'ai conçu un instrument que j'ai dessiné là. Ça, c'était le dessin que j'ai montré au musicien pour lui montrer le projet. Donc c'est celui dont vous avez vu l'intérieur. Voilà, donc je me suis amusé à imaginer à me baser en fait sur les assemblages, par exemple en tenon mortaise à queue d'aronde comme ça, qui était classique sur les coffres au Moyen-Âge. Ce type d'ouverture qui est typique du XIIIe siècle. Donc je vais vous montrer une photo de l'instrument terminé. Donc là c'est que des bois locaux, donc là c'est du noyer et le clavier est en buis. La manivelle était de ce type-là. Alors on ne sait pas à l'époque s'il y avait une corde rythmique parce qu'on n'a pas de représentation. Donc là j'en ai pas mis. Du coup la manivelle on la tenait en pleine main, pas comme les manivelles actuelles, parce qu'a priori on ne faisait pas de rythmique, on faisait que tourner. Et donc voilà des détails. Bon là je me suis inspiré pour les touches des rares instruments à clavier médiévaux conservés. C'est des orgues du XVe siècle qui sont conservés. Donc j'ai repris un peu la forme des touches qu'il pouvait y avoir sur les orgues médiévaux. Donc là on voit l'assemblage à queue d'aronde, la rosace dans l'esprit. Par contre dedans, j'ai fait comme une vielle moderne entre guillemets, parce que on ne sait pas trop comment c'était. Il y a le choix de mettre des chevilles mécaniques aussi pour la commodité d'accordage. C'était aussi une demande du musicien. Voilà. Après, une autre approche, c'est les copies d'anciens d'après des modèles. Alors là, c'est un instrument que j'ai relevé au musée de Montluçon, au MUPOP, qui est dans les réserves. Donc c'est une vielle de Pierre Louvet du XVIIIe siècle. Donc je me suis servi de cet instrument comme base. Donc j'ai fait des relevés. Donc là, on l'aperçoit sur le cahier. Et à partir de là, j'ai retracé un plan à l'échelle de l'instrument que j'ai adapté plus ou moins à des demandes. Il y a des compromis à faire par rapport à ce que demandent les musiciens actuellement, mais dans l'idée, la forme, les proportions sont vraiment respectées. Donc voilà. Donc là, c'est la fabrication de la caisse. Donc vraiment une fabrication traditionnelle comme on faisait au 18e et comme on fait beaucoup d'instruments type guitare en fait, c'est-à-dire qu'on fixe les deux tasseaux d'extrémité là et là, on les fixe sur un moule qui a la forme de l'instrument, qui n'est pas en photo là, et à partir de là on colle les éclisses autour et on colle le fond. Et après, on enlève le moule qui est dedans et on colle les différents barrages. Là, la photo est prise juste avant de coller la table, qui est ici. Le barrage du fond est très particulier parce qu'il est dans l'autre sens. Normalement, traditionnellement, on a des barrages dans ce sens-là, dessous. Là, il est dans l'autre sens parce que le modèle qui est à Montluçon était construit comme ça, le modèle de Louvet. Et bon, c'était très intéressant comme conception. Et alors, le principe de ces barrages, c'est que celui-là, il est sous les chevalets, donc il sert à tenir la tension des cordes. On voit peut-être... Attendez. Ouais, on voit peut-être un peu mieux. Il tient la tension des cordes, il y a une âme posée ici. Le deuxième, il sert de palier pour l'axe de la roue qui traverse. Et le troisième, il n'est pas toujours présent, mais c'est un renfort de plus sous le clavier en fait. Et les vielles traditionnelles ont toujours 3 barrages comme ça. Donc voilà, là c'est avant de refermer. Là c'est pour montrer le collage des filets qui est en tour de table qui sont collés avec du scotch.
Alors les filets qui étaient en ivoire à l'époque, évidemment, actuellement, on les fait en plastique. Mais sinon, c'est pareil. Donc là, c'est le travail sur la tête. Ça, c'est une tête ancienne du 18e qu'on m'a donnée, qui est complètement vermoulue, mais qui me sert de modèle. Et donc l'ébauche de la tête. Alors, il se trouve qu'elle s'emboîtait dans mon clavier. C'était assez marrant. Mais voilà le travail j'ai dégrossi d'abord à la perceuse, après à la perceuse à la scie, après avec des râpes, et puis après un travail au canif pour avoir tous les détails de la chevelure et de toute la décoration avec les coquilles Saint-Jacques et sur le côté. Donc ça, je fais pas ça souvent, mais c'est assez amusant à faire. Mais bon, ça prend plusieurs jours de boulot. Voilà la tête sur l'instrument en montage à blanc, donc qui est prêt à être verni. Et voilà, donc un instrument. C'est pas exactement la même, mais enfin, c'est pas le même, mais c'est le même modèle terminé. Donc là, c'est vraiment un modèle vraiment inspiré de ce enfin, une copie de ce qui se faisait au XVIIIe siècle, avec quand même des compromis modernes, comme la roue est montée sur des roulements à billes, la roue est en contreplaqué, alors qu'à l'époque, on avait des roues en bois massif, mais qui avec les changements de température ou d'humidité, s'ovalisaient plus ou moins, donc qui étaient moins stables. Donc maintenant, on utilise des roues en contreplaqué avec un bandage de bois collé autour. Et là, le musicien voulait des chevilles mécaniques aussi. Donc c'est beaucoup plus facile à accorder que les vieilles chevilles en bois. Après, le choix des bois, mis à part l'ivoire évidemment, là où c'est de l'os à la place de l'ivoire, mais le choix des bois est vraiment respecte totalement ce qui était fait au XVIIIe, donc ébène, érable ondé, table en acajou de Cuba, parce qu'on avait vraiment une recherche d'un son particulier à cette époque-là, et les musiciens actuels recherchent souvent, essayent de retrouver ce son, mais avec les avantages des vielles modernes, c'est-à-dire des roues, des mécaniques et des claviers qui n'ont pas de jeu, quoi. Alors après, un autre exemple là, c'est plus proche de ce que je fais le plus souvent. Donc c'est conception d'une vielle contemporaine. Donc en général, un modèle, ça part d'une série de croquis. Donc là, pour le modèle d'étude, donc là, ça date de 2012. Donc je fais toute une série de croquis pour un peu réfléchir aux solutions techniques. Donc là, l'idée, c'était d'avoir une tête simplifiée qui prenne moins de place que les têtes traditionnelles et qui soit plus facile à faire, comme c'était des vielles d'études qui devaient coûter pas cher. Donc voilà, il y a différents croquis. Après, ça m'arrive souvent de faire un dessin plus au propre pour me rendre mieux compte de ce que donnerait l'instrument fini. Bon, je le fais pas toujours ça, mais là c'était pour communiquer un peu là-dessus. Donc voilà, ça permet d'avoir une idée avant de le construire quand même. Et donc à partir de là, je fais des plans à l'échelle 1 sur papier. Et ces plans-là me permettent de fabriquer une série de gabarits. Donc c'est là que c'est un peu que j'ai adopté vraiment une fabrication qui est vraiment pas du tout comme les instruments traditionnels, comme la vielle en guitare que vous avez vu tout à l'heure. C'est que je commence, au lieu de commencer par les côtés et finir en collant la table, moi je fais tout le contraire. Je commence par faire la table et après les côtés. Donc en fait, je fais toute une série de barrages qui sont contreplaqués, de différentes essences en fonction du barrage. Donc là j'en avais débité pour faire plein de vielles, donc il y avait y a de quoi faire, je sais pas combien, mais enfin toute une série de vielles. Je crois que j'avais débité un peu toute mon année, quoi. Donc là, c'est la série de barrages. Et donc ces barrages-là, ça va faire un peu comme des couples. Je crois qu'en architecture navale, on a des choses assez similaires. Du coup, je colle ces barrages sur la table que vous voyez là. Je colle donc ça, c'est les contre-éclisses qui permettent de renforcer. Après, je colle le fond par-dessus. Et une fois que ça, c'est fait... Donc là, c'est l'intérieur. Bon, ça a un peu changé depuis, je ne les fais plus de la même manière, mais on voit les trois âmes, donc les trois pièces verticales. Bon, ouais, j'ai tout changé depuis. Il n'y en a plus que deux, c'est plus assemblé pareil parce que ça ne sonnait pas comme je voulais. Mais bon, le principe est quand même là, c'est d'avoir des séries de couples de barrages chantournés
qui tiennent la structure. Ça a l'avantage que j'ai pas besoin d'utiliser de moule. Donc ça me permet de fabriquer, si je veux, je peux fabriquer 10 vielles en même temps, faire la même étape en même temps, sans avoir besoin d'avoir 10 moules en avance, quoi. Et ça a l'avantage aussi que je peux avoir les côtés, ce qu'on voit un peu, qui sont pas perpendiculaires au fond, en fait. Sur les vielles traditionnelles, en général, on a les côtés qui sont droits. Là, on a quelque chose on a un angle. En fait, ça correspond à l'angle qui est ici. Et ça rend l'instrument plus ergonomique aussi. Parce que sur un instrument classique, on a l'angle qui rentre dans le ventre quand c'est une vielle plate qui n'est pas très confortable. Et voilà, donc ça c'est la façon que j'ai de coller les côtés. Donc j'ai dû, comme c'est une conception totalement nouvelle, j'ai dû vraiment inventer des systèmes pour pouvoir assembler mon instrument. Donc là je mets 2 lattes fixées par 4 vis et je mets des cales qui permettent de maintenir en place pendant le collage les éclisses, donc les côtés de la vielle. Bon, ça fonctionne pas mal. Après je bouche les trous des vis et puis voilà. Ça a l'avantage aussi qu'en cas de choc, c'est plus souvent c'est plus l'éclisse qui se prend un pet quand la vielle tombe, et c'est plus facile aussi d'intervenir sur l'éclisse quand elle est collée en dernier que quand elle est collée en premier, en fait. Et la conception intérieure avec des couples comme je vous ai montré, c'est aussi ça fait qu'il y a beaucoup moins de pièces assemblées, donc il y a moins de pièces qui peuvent se décoller, ce qui peut arriver, et il y a moins de... Comme c'est du contreplaqué, c'est beaucoup plus stable, donc l'instrument bouge beaucoup moins avec les variations de température. Donc là, c'est la fabrication des claviers. Maintenant, j'utilise plus d'ébène, parce que ça devient de plus en plus compliqué comme bois. À se procurer, on y arrive encore, mais il y a des normes qui vont peser de plus en plus sur le voyage de ces bois et l'achat. Il faut peut-être d'ailleurs déjà déclarer les stocks et tout ça. Donc j'ai fait le choix maintenant d'utiliser des bois locaux, des fruitiers essentiellement, pour les touches. Donc c'est ce qu'on voit sur celle-ci par exemple. Là les touches sont en prunier qui vient d'Alsace. Voilà. Donc là, c'est les instruments en montage à blanc, donc qui sont prêts à être vernis. Donc je positionne toutes les pièces pour vérifier que tout est bien à sa place, que tout s'assemblera bien. Et voilà, donc les instruments finis. Concernant le vernis, il y a une teinte. Je passe une teinte à l'eau, après je passe un fond dur et un vernis au tampon dessus, où il y a quand même 5 couches de vernis à passer. Et les pièces sont vernies séparément entre la caisse qui est là et le clavier. C'est verni séparément, et une fois que c'est verni, j'assemble les deux parties ensemble. Donc voilà. Après, donc, dans la même idée de fabrication, donc là ce que vous venez de voir, c'était des vielles d'étude. Après, j'ai développé un modèle encore plus simple, qui est vraiment une vielle minimaliste, qui est beaucoup plus facile à fabriquer et que je peux fabriquer en petite série. Donc là, c'était une série de 10 que j'ai fabriqué. J'ai fabriqué plusieurs séries de 10 comme ça. Donc ça prend du temps, mais bon, elle est tellement conçue simple que il y a plein d'opérations. Une fois que les machines sont réglées, on gagne quand même pas mal de temps à en faire plusieurs à la fois. Donc là, je m'amuse à mettre toutes les pièces finies ensemble. Donc on a les chevalets, des chiens, des bourdons et les roues, puis tous les claviers qui sont là, les axes et les différents couvercles. Donc voilà les instruments finis, avec différentes couleurs de bois pour les couvercles. Voilà, donc ces vielles-là, comme elles sont faites en série, elles sont vraiment toutes identiques, à part les couleurs de bois. Je ne propose pas d'options, je fais un truc vraiment tout simple, parce qu'il ne faut pas que ça prenne trop de temps à faire, et parce que c'est vendu pas cher aussi. Donc c'est vraiment minimaliste, il n'y a même pas de cache-roue là. Le cache-roue qu'il y a sur les vielles classiques, j'ai considéré que ce n'était pas absolument indispensable, donc j'en ai pas mis. Et donc il n'y a qu'une seule corde de mélodie, une corde rythmique et une corde de bourdon. Le clavier est un peu plus court, elles sont toutes petites.
Et voilà, bon ça. Mais par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est très puissant en acoustique, malgré, enfin c'est que acoustique de toute façon, malgré la taille. Et ça m'a fait prendre conscience qu'en fait les grosses vielles, c'est pas celles qui sonnent les plus fort. Parce qu'en fait, il suffit de voir un violon. C'est pas un violon, ça sonne pas plus fort qu'un violoncelle. C'est juste que c'est adapté à sonner dans l'aigu. Et on peut faire des petites caisses qui sonnent fort. Et c'est le cas de ce type d'instrument. En fait, c'est conçu pour sonner avec une corde aiguë. Et ça sonne très bien avec une corde aiguë. Après, si on met des cordes graves, ça va pas forcément marcher très bien. Mais ça a un bon rendement et une bonne réactivité à ce niveau-là. Voilà un instrument fini. Donc voilà. Ah oui. Après, là, c'était pour vous montrer un peu l'évolution du travail. Ça, c'est la vielle que vous avez devant vous, là, mais telle qu'elle était au début. En fait, quand je l'ai construit, je l'ai faite avec 4 cordes mélodiques, 3 cordes rythmiques et 4 cordes bourdon. Parce que j'avais envie de faire un instrument très complet avec beaucoup de choses dessus. Et le résultat, c'est que j'étais pas du tout content du résultat. C'est que ça, j'ai jamais réussi à vraiment la jouer, à être à l'aise. Les musiciens non plus d'ailleurs. Enfin, je l'avais fait pour moi, pour faire un essai. Hein, c'était un prototype. Euh, du coup, petit à petit, j'ai fait le choix de la transformer en fait pour qu'elle devienne ce que vous voyez là. C'est-à-dire que j'ai divisé le nombre de cordes. J'ai laissé que 2 cordes rythmiques, 2 cordes mélodiques et 2 cordes bourdon. Et en fait, j'ai modifié en fait le clavier. En gros, j'ai gardé que la caisse là que vous voyez qui est encore vernie. Tout le reste, j'ai tout enlevé. J'ai gardé la roue, la caisse. Je crois que c'est tout. J'ai refait toutes les pièces. Et j'ai fait un clavier qui est plus long, donc il y a plus de notes en fait. Là, on a 2 octaves et demi, alors qu'il n'y en a que 2 sur celle-là. Mais il n'y a que 2 cordes du coup. Et du coup, j'ai réussi aussi à le faire, tout en le faisant plus long, à faire qu'il soit à peine plus long, que l'instrument soit à peine plus long que celui d'origine. Parce que là, en fait, il y avait beaucoup de place perdue dans cette zone-là. Et même dans cette zone-là, j'ai rendu le truc plus compact. Et du coup, bah, voilà, ça, le résultat est, enfin, il y a toujours des choses à améliorer, mais je trouve que ça fonctionne déjà beaucoup mieux comme ça. En fait, moins il y a de cordes, mieux ça sonne aussi, parce que plus on met de cordes, plus il y a de tension sur l'instrument. Et en général, les instruments où il y a le plus de cordes, ils sonnent pas trop en acoustique. Après, ça peut être des très bons instruments électroacoustiques, mais pour en faire vraiment un instrument acoustique, ça peut poser des problèmes, quoi. Donc voilà. Un autre exemple de vielle, ça c'est un instrument que j'ai construit en collaboration avec le luthier Léo Morel, qui est un ami là qui est en Alsace, qui lui a travaillé beaucoup sur des instruments de type boîte à bourdon, c'est-à-dire comme une vielle mais sans le clavier en gros. Donc c'est une roue qui est entraînée par un moteur qui frotte les cordes et qui permet de faire différentes nappes sonores, de faire plein d'expérimentations. C'est beaucoup utilisé en musique expérimentale. Et du coup, il a beaucoup travaillé sur l'électrification et la mécanisation des roues. Et donc là, j'avais une demande d'un musicien qui s'appelle Yann Gourdon pour une vielle avec un moteur intégré. Donc on a travaillé ensemble avec Léo. Ça, c'est des photos qui sont prises dans son atelier. Je lui ai envoyé mes gabarits qui me servent normalement à faire mes vielles, en lui disant tu peux faire des trous dedans, il n'y a pas de problème. Et du coup, il a fait un montage de moteur qui est assez spécial, c'est-à-dire qu'il y a un galet avec un caoutchouc autour et le moteur qui est dessous ici avec une tige qui entraîne le galet, un peu comme un Solex en fait. Et entre la roue, là on a la roue classique, et entre la roue et ce moteur, on a une roue libre qui permet en fait de pouvoir tourner la manivelle sans entraîner le moteur et sans entraîner ça. Donc c'est-à-dire que la manivelle, si on tourne plus vite que le moteur, elle aura toujours la priorité sur le moteur. Donc il a fait des essais grâce à ses gabarits pour constater que ça fonctionnait parce que le moteur est articulé sur un axe, enfin c'est assez compliqué. Et donc il m'a envoyé un peu tout ça et à partir de là j'ai construit un instrument qui va autour. Donc voilà, on voit le même montage dans l'instrument définitif avec la roue et le moteur dessous. Il y a un système, lui il a vraiment bien bossé parce que c'est un système assez compliqué qui fait que
plus on met de résistance sur la roue, plus le moteur pivote et vient appuyer sur le galet pour que ça ne patine jamais en fait. Et bah, ça fonctionne pas mal. Bon, ça demande un peu d'entretien parce que des fois il faut remplacer la roue libre, mais sinon le fonctionnement du moteur est très efficace. Donc il prend place sous le clavier. On avait fait le choix d'accéder par là plutôt que de faire un gros trou sous la vielle. Et là, ça c'est la platine électronique qui commande l'alimentation du moteur. Parce que l'intérêt, c'est de pouvoir, par exemple, faire tourner la roue de façon très régulière, mais à une vitesse extrêmement lente, ce qui est absolument impossible à faire à la main, par exemple, où on aura toujours quelque chose d'un peu irrégulier. Donc pour chercher des sons un peu spécifiques, oui. Ah, j'arrive à la fin. Voilà, donc l'instrument fini. Là, c'est le bouton qui permet de commander la vitesse du moteur, donc qui est relié à la platine électronique. Après, le reste, c'est un instrument assez classique. Donc voilà le musicien qui en joue. On voit justement que là, l'intérêt de ça, c'est qu'il peut lâcher la main et mettre les 2 doigts dedans pour aller chercher des sons et faire des choses qu'on ne peut pas faire quand on a une main qui utilise la manivelle. Donc là, c'est le groupe Toad qui était en train de jouer au son continu. Et alors voilà, pour finir, ça c'est pour vous parler de l'instrument que vous voyez là sur la table qui est posé. C'est une vielle électrique que j'ai conçue récemment. Donc là, c'est aussi une conception assez nouvelle. Donc pareil, c'est les croquis préparatoires. Et l'idée dès le départ était qu'il y ait un ampli qui aille avec et on met la vielle dans l'ampli. Donc là, il y a les croquis. Donc à partir de là, j'ai fait un dessin aussi pour présenter le modèle. Voilà, donc là, ça c'est des détails de celle que vous avez sur la table là. Bon, je vais passer vite, mais il y a j'en ai profité comme c'était un proto pour essayer plein de choses que j'aurais pas pu faire sur d'autres vielles de clients. Donc il y a un accordeur intégré, un petit tiroir pour mettre des accessoires, un sélecteur de micro. Ça c'est pour accéder à l'électronique, il y a une ouverture type boîte à domino. Bon, ça c'est les réglages de volume et un sélecteur de cordes rotatif, des capodastes. Enfin bon. Voilà. Et du coup, la grosse partie du travail aussi a été de fabriquer l'ampli. Donc là, c'est quand j'étais en train de câbler, donc c'est un ampli à lampe que j'ai conçu à partir de différents schémas que j'ai essayés sur d'autres amplis, que j'ai mixé avec des schémas existants. Enfin, parce que en fait, ça fait depuis 20 ans que je m'intéresse aussi aux amplis à lampe, donc c'est aussi une de mes passions. Donc c'était assez naturel et ça m'a beaucoup plu de concevoir un instrument comme un tout, vraiment la vielle, l'ampli qui va avec, qui sert de caisse. Et du coup, l'ampli, ça n'a pas du tout des prétentions de hi-fi. L'ampli va teinter aussi le son, colorer et donner du grain, contrairement à des amplis électroacoustiques qui sont quand même très neutres, quoi. Donc ça fait partie de l'instrument en fait. Le son de cette vielle est lié à cet ampli. Donc voilà le résultat final. Donc là c'est présenté avec l'ampli ouvert, mais il y a une plaque qui se fixe là. Donc on a la caisse qui s'ouvre et la vielle dedans. Et on referme, on a la vielle posée sur l'ampli avec l'esthétique des inserts en formica. C'est quelque chose que je rêvais de faire depuis des années, de mettre du formica sur une vielle. Et j'en ai rêvé une nuit il y a 15 ans et depuis je me suis dit il faut que je mette du formica sur une vielle. Et il y a une petite pédale disto que j'ai fabriquée aussi qui rentre dans cette pièce, à cet endroit-là, on la voit ici. Elle a pile la place pour rentrer. Et voilà, donc ça c'est un de mes derniers projets, mais j'aime beaucoup en fait repenser les instruments comme des... Enfin, plus ça va, plus j'ai envie de faire des choses assez radicales niveau esthétique, mais qui restent toujours, dans tous les cas, jouables par n'importe quel vielleux, en fait. C'est-à-dire rester vraiment sur la manivelle, le clavier et la roue, très classique, pour que même quelqu'un qui joue que d'une vielle traditionnelle, qui joue pas très bien et tout, puisse tout à fait jouer dessus. Que ce ne soit pas des instruments trop compliqués dans leur usage, en fait. Et voilà, donc c'était le cas de celle-ci. Et voilà, du coup, pour finir, une photo de mes enfants avec les vielles. Bon, ils jouent pas tous de la vielle. L'aîné, je suis en train de lui apprendre, les deux autres,
Le deuxième, lui, il se met à la cabrette, là. Mais c'est pas spécialement la vielle, et l'autre, le petit, il est un peu petit. Mais voilà, j'avais fait une vielle pour enfants dans une caisse de mandoline. Donc, et c'était aussi pour illustrer le fait que c'est, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est vraiment un instrument qui n'arrête pas d'évoluer, qui est beaucoup moins traditionnel que ne sont les instruments classiques, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas de limite. Enfin, ce que je vous ai présenté, c'est ma démarche de luthier, mais les autres luthiers font des instruments complètement différents. Ils ont des démarches totalement différentes. Ils vont avoir cherché des sons qui ne sont pas du tout pareils que... Enfin, c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce métier, c'est qu'on n'est pas... Il n'y a pas de standard, quoi. On peut faire un peu ce qu'on veut, du moment qu'il y ait aussi de la demande, que les clients s'y retrouvent, mais on a une liberté en fait de s'exprimer personnellement. Et c'est aussi pour illustrer le fait que c'est vraiment un instrument qui est très joué, qu'il y a beaucoup de jeunes qui en jouent, un peu dans toute l'Europe en fait, ou voire plus loin même, et que c'est pas du tout un instrument ancré. Enfin, c'est un instrument qui est riche d'une histoire de 1000 ans, mais qui est en perpétuelle évolution et qui, j'espère, va continuer longtemps à évoluer. Voilà. Merci.